Cet exercice s'intéresse à la hauteur du jet d'eau situé à Genève en étudiant le mouvement d'une goutte d'eau dans deux modèles différents. Une première partie où le mouvement de la goutte est étudié dans un premier modèle où on néglige les frottements de l'air sur la goutte. Le mouvement de la goutte est étudié selon un axe OZ vertical, l'origine correspondant à la surface de l'eau. On communique à la goutte une vitesse initiale V0 dirigée verticalement vers le haut que l'on représente par le vecteur vitesse V0. Et la goutte atteint une altitude maximale Zmax correspondant à la hauteur du jet notée H1. Dans la première question, pour connaître l'expression de l'énergie mécanique, on rappelle tout simplement quelle est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur qui ont pour expression 1/2 de mv carré pour l'énergie cinétique et mgz pour l'énergie potentielle de pesanteur. Dans la deuxième question, on s'intéresse à l'énergie mécanique à la sortie de la pompe où l'altitude est nulle, car la goutte se trouve à la surface de l'eau, et la vitesse est égale à la vitesse initiale V0. En remplaçant dans l'expression de l'énergie mécanique, on voit que celle-ci se résume à la seule énergie cinétique initiale, l'énergie potentielle étant nulle, soit une énergie mécanique en sortie de pompe égale à 1/2 de mv0 carré. Dans la troisième question, on s'intéresse cette fois à l'énergie mécanique au sommet du jet d'eau, c'est-à-dire lorsque l'altitude est égale à la hauteur du jet H1, et à ce moment, la goutte s'immobilise, c'est-à-dire que sa vitesse est nulle. On remplace les expressions de Z et de V dans celles de l'énergie mécanique, et on voit que cette fois-ci, c'est l'énergie cinétique qui s'annule. L'énergie mécanique en haut du jet se résume donc cette fois à l'énergie potentielle de pesanteur. Dans la quatrième question, on exploite l'hypothèse du modèle, à savoir la conservation de l'énergie mécanique de la goutte. L'énergie mécanique de la goutte en sortie de pompe est égale à celle en haut du jet. On égale donc les deux expressions établies précédemment. On isole H1 en divisant chaque côté de l'égalité par m fois g, d'où H1 égale V0 carré divisé par 2 fois g. On vérifie l'homogénéité de la relation à l'aide des unités. Au numérateur, une vitesse au carré, soit en mètres carrés seconde moins 2. Et au dénominateur, une intensité du champ de pesanteur homogène à une accélération, soit des mètres seconde moins 2. Les secondes moins 2 se simplifient. Mètre carré sur mètre revient à des mètres, qui est bien l'unité d'une longueur. On fait l'application numérique et on trouve une hauteur de jet d'environ 160 mètres, bien supérieure aux 140 mètres observés en moyenne. La goutte monte moins haut en réalité, c'est donc que les frottements de l'air sur la goutte ne sont pas négligeables, et donc une énergie mécanique qui ne se conserve pas. Dans la deuxième partie, on tient compte cette fois des forces de frottement. Dans la cinquième question, on souhaite compléter le programme Python pour obtenir le graphique des trois énergies au cours du temps. En ligne 28, on a celle de l'énergie mécanique. Les lignes 26 et 27 sont donc celles de l'énergie cinétique et potentielle de pesanteur. Ligne 26, l'énergie cinétique égale à 1/2 de mv carré, et en ligne 27, l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Dans la 16e question, on s'intéresse à l'évolution de l'énergie mécanique. D'après le graphique, on voit que celle-ci diminue. Cela signifie que toute l'énergie cinétique initiale n'est pas convertie en énergie potentielle de pesanteur, mais qu'une partie est dissipée. Ce modèle est plus complexe, mais plus en accord avec la réalité, car il tient compte des forces de frottement à l'origine de cette dissipation. Dans la 7e question, on s'intéresse à la variation de l'énergie mécanique, que l'on fait apparaître ici sur le schéma. Variation d'énergie mécanique est égale à l'énergie mécanique en B moins l'énergie mécanique en A, où B correspond à la position haute de la goutte et A la position basse de la goutte. EMB étant inférieur à EMA, la variation d'énergie mécanique est donc négative, ce qui traduit bien que l'énergie mécanique diminue. Cette variation d'énergie mécanique est égale au travail des forces non conservatives entre A et B, qui se résume ici au travail de la seule force de frottement. Ce résultat constitue le théorème de l'énergie mécanique. On représente sur le schéma la goutte et la force de frottement exercée sur celle-ci, une force de frottement dans le sens opposé à celui du mouvement.
Par définition, le travail de la force de frottement de A à B est égal au produit scalaire de F et de AB. Produit scalaire qui est égal au produit des normes, F fois AB, fois le cosinus de l'angle entre la force de frottement et le vecteur déplacement AB. Force de frottement et vecteur AB étant collinaires mais de sens opposé, l'angle entre les deux est de 180 degrés. Cosinus de 180 degrés est égal à moins 1, d'où un travail de la force de frottement est égal à moins F fois H2. Et donc d'après le théorème de l'énergie mécanique, delta EM est égal à moins F fois H2. On isole petit f en divisant de chaque côté par moins H2, d'où F égale moins delta EM sur H2. Et pour calculer dans une 8e question la valeur de la force de frottement, il nous faut évaluer delta EM à l'aide du graphique. Pour cela, on fait un schéma réalité. La plus grande graduation d'énergie est de 0,05 joules, qui correspond sur le schéma à une longueur depuis l'origine de 5,5 cm. Delta EM, ou plutôt la valeur absolue de delta EM, correspond ici à 0,7 cm. On fait le produit en croix pour en déduire delta EM, et en rajoutant un moins car la variation delta EM est négative comme on l'a vu précédemment. Le produit en croix donne donc une variation d'énergie mécanique négative de 0,006 joules. On remplace dans l'expression de la force de frottement et on trouve une force de frottement de 4 10-5 newtons.